Il arrive parfois que sous une épaisse couche de neige glaciale, la vie et l'amour s'y épanouissent. Puissants, porteurs d'espoir, incarnant ce pourquoi ils se battent. Il leur est pourtant interdit. Lui, il est le forgeron implacable de leur salut. Et elle, la lame porteuse de vengeance et d'espoir qui doit s'abattre sur le mal. L'amour est pour les mortels, et il a renoncé à la vie lorsque sa femme et son enfant ont perdu la leur. L'amour est pour les mortels, et elle y renoncera pour offrir au monde la chance de pouvoir à nouveau le vivre. Mais ils s'aimeront pourtant, brutalement, intensément, secrètement, avant de devoir se dire adieu. Car pour affronter la mort en personne, il faut que le cœur se meure, et de leur sacrifice pourra naître la justice. J'ai appris à reconnaître les histoires dans la musique bien avant de lire. Et lorsque j'ai coécrit celle tragique d'Artan et Lyriel, j'ai cherché ardemment le thème musical qui saurait traduire ce que le récit raconterait. Je suis Camille Gillet, auteur et storyteller. Vous écoutez Le Héros aux 1000 visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Il est admis que la musique est une forme de narration, n'en déplaise à certains stoïciens qui considèrent que seuls les mots ont le pouvoir de verbaliser. Pour le professeur Michael Toulan de l'université de Birmingham, la musique produit un récit limité du fait de sa nature et construction, mais il soutient néanmoins la présence de personnages et d'événements dans la construction musicale. Et s'il fallait illustrer ce mariage parfait entre l'histoire et le son, la composition de Prokofiev en 1936, autour du conte musical Le Pierre et le Loup, en est un excellent exemple. Le but de cette œuvre est de faire découvrir certains instruments de l'orchestre aux enfants. Dans une histoire de petit garçon qui part chasser le loup pour sauver ses animaux de ferme, les instruments s'invitent pour raconter tour à tour les personnages et les actions. Et dans l'introduction du conte, le narrateur et l'orchestre les présentent tous pour que les enfants puissent identifier précisément les personnages. L'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. On voit ici immédiatement que le choix de l'instrument et la composition d'un thème musical peuvent parfaitement créer un personnage vivant. Et cette façon de composer s'entend très facilement dans les bandes originales de films ou de séries. Ça saute particulièrement aux yeux quand on écoute la bande-son de Game of Thrones qui a été composée par Ramin Djawadi. C'est un compositeur que j'adore et son travail est une parfaite illustration de mon propos. Je ne l'ai d'ailleurs pas énoncé clairement car je sais que vous êtes un public intelligent. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la narration dans la musique.
les sons, dans les bandes sons, etc. et comment on peut raconter des choses grâce aux thèmes musicaux, comment justement la musique peut soutenir un storytelling, peut même le magnifier, voire peut-être même se suffire à elle-même. Alors petit disclaimer avant de commencer. Je n'ai aucune compétence en musique, je ne pratique pas d'un instrument, et même si je suis tombée dans le plaisir des bandes sons et des musiques classiques étant très jeune, j'ai commencé avec Tchaïkovski et Prokofiev, évidemment, de Pierre et le Loup que vous avez entendu. Ici, on va simplement faire les choses au doigt mouillé, c'est-à-dire que vous allez entrer dans mon univers musical et narratif, et vous allez commencer à entrevoir à la fois ma vision des choses, comme nous l'avons fait jusqu'ici au cours du podcast, mais vous allez aussi peut-être, et je l'espère, apprendre à voir les musiques autrement et à regarder les films, les séries, les jeux vidéo, peu importe, même les slogans, les jingles, n'importe quoi, les reportages, bref, à entendre et donc à lire autrement les récits. Mais revenons-en à Game of Thrones si vous voulez bien, et reprenez un petit peu en tête le générique que vous connaissez probablement tous. Dès le début, le compositeur nous fait une ouverture, nous montre qu'on rentre dans un univers. On entend distinctement qu'on va nous raconter une histoire avec différents personnages. Et on entend justement dans le choix, dans le rythme qu'il y a, etc., dans les reprises, les hauts et les bas, que il est en train de nous présenter des factions. Et on le voit très bien d'ailleurs avec le générique. Il y a ces violons qui sont extrêmement importants dans le thème de Game of Thrones. Et cela a été déjà remarqué par des gens qui sont autrement plus assidus et doués que moi. Il se trouve que le thème de Goth est régulièrement réutilisé dans les autres thèmes musicaux de Game of Thrones. Et ça, c'est un point essentiel qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que dans tous les autres thèmes musicaux qu'il va créer, que ce soit pour chaque maison ou pour chaque situation, parce qu'il en crée pour les 4 maisons principales, mais il en crée également pour les courants politiques, etc., et les courants religieux, y compris même pour les White Walkers, Djawadi fait attention à ce qu'il y ait toujours en filigrane le thème principal de Game of Thrones. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes-là sont liées dans la même histoire, dans le même univers, et surtout dans une quête principale qui est l'acquisition du trône, ou du moins la domination générale de Westeros. Je le répète, Djawadi est vraiment un compositeur que j'adore, car je trouve qu'il est extrêmement original et qu'il est particulièrement puissant. Là où un compositeur comme Hans Zimmer va être très répétitif, au point tel qu'il va avoir tendance à réutiliser des samples de musique entre deux films, n'importe qui écoute un petit peu de musique le sait, et je vous invite à faire des recherches sur la réutilisation de certains morceaux de Gladiator, justement, dans la BO de Pirates des Caraïbes, vous le verrez très bien. Donc là où ce genre de compositeur va, au bout d'un moment, se répéter et avoir une signature tellement forte qu'on va reconnaître tout de suite qui c'est, et on va surtout plus entendre le compositeur que l'œuvre, Djawadi pour l'instant est encore quelqu'un qui est en capacité de créer des thèmes musicaux extrêmement forts et vraiment, vraiment porteurs de narration. Plus porteurs de narration que d'émotion. Je vais accepter son travail sur la dernière saison de Game of Thrones où justement il en revient à des
des créations qui sont un peu plus insipides, qui ont été largement saluées pourtant par la critique, avec des trucs au piano, etc., où là on nous dit clairement vous devez ressentir ça comme émotion, bim bim bim. Précédemment, il avait proposé des choses, les thèmes qu'il a créés, les thèmes de la maison Stark, les thèmes de la maison Lannister, etc., sont des thèmes très marqués, ultra forts d'un point de vue identitaire. Et Djawadi ne s'est pas contenté de faire cette série-là, il est évidemment compositeur de pas mal d'autres films, notamment du film Warcraft, qui, pour ceux et celles qui le savent, je suis fan de Warcraft également. Il a composé cette musique aussi, et là aussi on a une vraie identité narrative. Il a été en capacité de créer une identité pour la Horde, qui est une des factions, une identité pour l'Alliance, qui est une autre faction aussi. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que on entend les thèmes qu'il nous raconte et on sait exactement en fait ce qu'on a en face. On sait quel type de personnage on va avoir, on sait quel type d'ambiance on va avoir. Djawadi n'est pas en train d'essayer de nous faire ressentir des émotions. Là où Hans Zimmer va nous dire, et notamment avec la BO, et je suis désolée pour les amateurs de Interstellar, qui finit par tuer le film tellement elle est très mal dosée. C'est une BO qui s'écoute parfaitement en dehors, mais qui ne va pas du tout avec le film, et qui nous hurle dans tous les oreilles qu'il faut absolument qu'on soit dans l'émotion, qu'on soit hyper impressionné par la musique. Bref, on sent vraiment qu'on nous fait aimer, et que c'est vraiment on nous la met au forceps en fait. Djawadi est beaucoup beaucoup plus subtil. Il nous dit pas que il faut absolument qu'on adore les Stark, il nous dit pas que il faut absolument qu'on déteste les Lannister, même si on entend dans son travail que il y a des méchants et il y a des gentils. Le thème le plus éloquent pour cela est clairement le thème de Lord of Light, qui est donc le thème des adorateurs de la lumière, etc., et du Seigneur de la lumière, et qui crame tout le monde à tout bout de champ, qui est un thème extrêmement sombre, extrêmement pervers. On est là pour ressentir en fait le malaise, on est là pour ressentir la menace, on est là pour se poser la question, est-ce que c'est vraiment un dieu de bonté? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon qui va arriver dans cet univers? Est-ce que tout ça n'est pas malsain? Est-ce que c'est vraiment de la religion? D'ailleurs c'est le seul monothéisme dans l'univers de Game of Thrones, donc entendez bien ce que ça signifie. Ou est-ce qu'au contraire c'est de la sorcellerie en fait? Il a parfaitement compris ce qu'a voulu raconter George R.R. Martin là-dessus, et il a retranscrit ça mais magistralement. Alors nous avons vu effectivement avec l'exemple de Pierre et le loup, il y a des instruments qui véhiculent des idées, qui véhiculent des sensations, des émotions qu'on peut relier à des personnages. Par exemple le loup, ça saute totalement aux oreilles, que c'est un personnage mauvais. On a l'utilisation comme ça de grosses cuivres, des gros corps de chasse, c'est pas des corps de chasse, mais des corps comme ça très puissants, qui nous montrent quelque chose de vicieux, de fort, de sombre, etc. Et quand j'ai réécouté pour créer le podcast, ça m'a rappelé immédiatement des thèmes qu'on entend dans Star Wars, dans l'univers étendu de Star Wars, dans les jeux vidéo, etc., qu'on entend vis-à-vis des Sith, donc des seigneurs noirs. C'est une utilisation que l'on retrouve assez fréquemment justement de ces cuivres-là. Et si, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque compositeur a une signature comme ça qu'on peut reconnaître, ils ont effectivement des facilités selon les thématiques. Je vais prendre l'exemple de John Williams, qui est un compositeur plus que reconnu quand même, qui a composé les plus grands films qui existent, et qui a composé notamment la musique de Star Wars, notamment celle d'Harry Potter. C'est pas pour rien que je cite vraiment ces deux-là. Williams s'entend très vite, c'est quelqu'un qui va beaucoup utiliser les cuivres, qui va être il va être très très fort pour travailler sur des BO merveilleuses, des BO qui s'adressent un peu aux enfants. C'est pas pour rien qu'il travaille beaucoup avec Spielberg d'ailleurs. Justement, on voit la différence du thème musical de Harry Potter au fur et à mesure, c'est-à-dire que John Williams compose un peu au début, et puis après, c'est d'autres personnes. Mais pourquoi c'est John Williams qui est amené sur cette composition? C'est parce que les 2 premiers films ont été réalisés par Chris Columbus, qui est un réalisateur de films pour enfants, et qui est spécialisé en fait dans ce genre de choses. Donc, le thème musical d'Harry Potter, tout joyeux, tout merveilleux, le thème Edwige thème qui s'appelle, est là pour nous faire rentrer dans un monde magnifique en fait. Il est là pour nous faire retomber en enfance. Je vous fais écouter 2 secondes.
C'est très grandiloquent, c'est très rapide, ça veut nous emporter dans un univers, c'est un tourbillon magique, c'est merveilleux en fait, on est dans un monde merveilleux. Et pourtant ce thème-là sera plus ou moins repris, sera réutilisé, il y aura d'autres compositeurs qui vont travailler sur cette série de films, puisqu'il y aura d'autres réalisateurs, et selon le film, on entre dans des choses très très différentes, je vous fais écouter. Ici, vous avez le thème qui a été revu par Nicholas Roper, qui travaillera également sur l'épisode 6, donc il travaillera de l'épisode 5 à l'épisode 6 dessus. Et c'est pour le thème d'introduction, donc en fait, on a l'apparition du logo la Warner, l'apparition du logo Harry Potter, et on va rentrer tout de suite, en fait, dans le drame, c'est-à-dire qu'on est au moment où Voldemort est de retour. Donc c'est la fin, en fait, du conte de fées, c'est la fin de la belle histoire. On entre tout de suite dans la guerre, on entre tout de suite dans l'horreur potentielle. Et d'ailleurs, ça ne manquera pas, puisqu'effectivement, immédiatement, Harry est totalement isolé, il a peur, il se rebelle cette fois-ci face à son cousin qui va le bully, et l'instant d'après il va être attaqué par des détraqueurs qui sont des créatures de peur en réalité, qui sont la peur incarnée quasiment elle-même, et donc en fait ça nous montre tout le décalage qu'il y a eu dans le récit, tout le changement qu'il y a eu, et la musique va accompagner ça. Alors à chaque fois justement qu'il y a un nouveau Harry Potter, il y a un nouvel opening, on appelle ça, donc une nouvelle intro musicale et visuelle qui reprend plus ou moins le thème. Il y en a eu d'autres changements évidemment avant, je vous mets sur mon site web une compilation de toutes les openings, mais j'aimerais que vous écoutiez celle que j'adore particulièrement, parce que je trouve que la plus belle des BO de cette saga-là est clairement la BO du 6, et on entend distinctement en fait que le compositeur se détache du thème principal, il se détache de l'univers infantile d'Harry Potter pour commencer à raconter quelque chose d'extrêmement triste. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire d'Harry Potter pour comprendre que c'est terminé. Là, la rupture avec l'univers de l'enfance est d'autant plus consommée. Ça l'était déjà effectivement à l'épisode précédent. Mais là, le thème principal, le thème d'Edwige, qu'on entendait jusqu'ici tout du long de l'opening, est totalement éclipsé. On entend quelques notes, et très vite ça vire au drame, parce que à ce moment-là, l'histoire d'Harry Potter a viré au drame. À ce moment-là, Harry vient de perdre un proche, et il est dans le deuil. Et vous l'entendez dans la musique, qu'il est dans le deuil. C'est-à-dire qu'il est en train de pleurer la mort de cette personne, et il doit quand même continuer son périple. Et c'est ce que raconte cette histoire. Vous n'avez pas besoin de... Vous voyez, je viens de dire histoire en plus, naturellement en fait. C'est ce que raconte cette musique. Cette musique raconte cette histoire-là. Vous n'avez pas besoin de voir les films pour comprendre justement que c'est ça, qu'on entend cette force-là. Parce qu'on imagine sans mal en fait Harry profondément blessé, meurtri,
qui a appris qu'il était l'élu, qui devait se battre contre Voldemort et qui doit, alors qu'il vient de perdre sa dernière famille, qu'il doit surmonter son chagrin parce qu'il a un but. Repensez à l'introduction que je vous ai racontée, c'est une narration que l'on entend tout le temps, c'est le principe même du héros. C'est une base fondamentale dans le storytelling. Je vous ai déjà dit que le storytelling ne peut se faire, et la narration de manière générale, les histoires, les récits, tout ce que vous voulez, ne peuvent se faire que par rapport aux obstacles. C'est fait par des personnages qui surmontent ou qui succombent à des obstacles, mais c'est toujours au contact de ces obstacles-là. Et la force du héros, au sens mythologique du terme, au sens que Campbell va l'entendre justement dans son travail, c'est quelqu'un qui va se surpasser, qui va surmonter ces obstacles-là. Et dans la musique, on peut entendre ces choses-là. On entend qu'il y a l'adversité, on entend qu'il y a cette lourdeur-là, et on entend quelque part qu'il y a cette espèce de force encore qui reste en lui, de cette espèce d'espoir qui peut naître. Mais il existe encore une musique beaucoup plus puissante en la matière, et c'est clairement le thème que je préfère parmi tous les thèmes. J'estime que c'est le thème musical le plus puissant que j'ai jamais entendu de ma vie, et vous pouvez me croire, des BO et des musiques originales, des musiques classiques, j'en ai entendu, mais vous n'avez même pas idée. Mais pourtant, celui-ci, je trouve qu'il est absolument parfait, et il est parfait parce qu'il me touche particulièrement, parce qu'il s'agit d'un personnage qui me touche particulièrement, qui fait partie de mes sources d'inspiration, aussi en tant qu'individu. Et donc je vais vous faire écouter ça. Ce que vous venez d'entendre est la version du thème The Fourth Theme qui est utilisé uniquement dans Un Nouvel Espoir, donc le premier épisode de Star Wars, enfin le premier sorti je veux dire. Le thème a été retravaillé de manière différente et vous en retrouverez un autre exemple sur mon site. Mais il est utilisé et on l'entend la première fois dans une scène très particulière donc de Star Wars Un Nouvel Espoir. C'est le moment où Luke est encore sur Tatooine. Et son oncle vient de lui dire qu'il ne sera jamais pilote. Et donc Luke s'enfuit, et il est enchaîné un petit peu comme ça, et il regarde à ce moment-là les 2 soleils de Tatooine. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est rouge. C'est extrêmement important parce que justement, ça représente pour moi clairement la dualité et le choix qui va s'offrir à lui en termes de clarté, etc. par rapport à son choix et à son futur en tant que Jedi. Mais plus important, il est en train de regarder donc vers les astres, en fait. Il regarde complètement vers son avenir. Il est mélancolique. On entend le thème de la force, c'est un véritable appel, en fait. Ça précède justement l'appel d'ailleurs à l'aventure qu'on va avoir avec les droïdes. Et il baisse à ce moment-là les yeux, comme s'il renonçait, comme s'il se disait l'espace d'un instant que ce ne serait pas possible ou qu'il n'en aurait pas la force, justement. Et puis finalement, il relève la tête au moment où il y a le grand climax musical, et il y fait face. Et ce thème-là, ce thème musical de la force, que je vous invite vraiment à écouter dans son ensemble, pas juste sur l'extrait que je vous mettrai sur le site, et pas juste sur cet extrait-là que vous avez entendu, donc. Le thème musical de la force est pour moi un des meilleurs thème en matière de narration de héros, peut-être même le meilleur, clairement. En tout cas, chez moi, il fonctionne très très bien parce que on entend tout ce qu'un héros est censé être. Un héros, en storytelling, c'est une personne qui va se surpasser, en fait. C'est ça, sa principale fonction. C'est quelqu'un qui va être en capacité de se sacrifier et qui va perdre son humanité, en fait, qui va perdre ses repères, qui va renoncer à ses rêves et qui va atteindre un idéal. Un héros, c'est quelqu'un qui atteint un idéal. Je rappelle qu'en mythologie, on considère que les héros sont des demi-dieux, en fait, sont des créatures à demi mortelles qui sont issues d'un accouplement entre un dieu et un humain. En général, un dieu et une humaine, d'ailleurs. Et pour la mythologie grecque, c'est souvent un fils de Zeus. On retrouve ça également dans la création de Jésus-Christ, qui est lui aussi sur une posture héroïque, parce que il est issu du mariage, enfin de la liaison, pardon, de l'accouplement entre Dieu et une vierge. Ça aussi, c'est une des caractéristiques des héros, c'est que souvent leurs mères sont des vierges, sont des personnes qui sont déjà religieuses, etc., des vestales, et j'en passe. Donc on a toujours un petit peu cette idée-là, justement,
dans Star Wars, Luke est la rencontre entre l'élu de la prophétie, donc un dieu, donc, et une ancienne reine qui était pure, qui était machin, et on nous l'a présentée comme étant voilà pure. En plus, elle est morte en couche, donc il y a vraiment ce côté, c'est une mère par-dessus tout, en fait, justement. Quant à Anakin Skywalker lui-même, c'est très simple, il aurait été créé par la Force. Bon, n'importe qui connaît un peu l'histoire de Star Wars sait que c'est pas aussi simple, mais dans l'idée, voilà, il a eu une mère porteuse, mais il est de père entre guillemets inconnu. En d'autres termes, il y a vraiment un côté messianique, et c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Pour en revenir précisément à cette histoire de héros, le héros n'est héroïque que quand il fait face à l'adversité. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. Donc c'est ça que j'aime dans ce thème particulièrement, et c'est ça qu'on entend également dans le thème d'Harry Potter revisité, c'est que ce sont des personnages qui sont en train de devoir se dépasser, de devoir se surpasser, faire des choses et accomplir des choses que le commun des mortels n'est pas en capacité de faire, surmonter des épreuves douloureuses, physiques ou morales, que le commun des mortels n'est pas en capacité de faire. Et le thème de la force est justement très impressionnant pour ça, c'est-à-dire que c'est un thème qui va précisément vous raconter que la force, Luke, toutes les personnes héroïques sont des personnes qui transcendent en réalité la condition humaine. C'est-à-dire qu'on est sur de l'au-delà, bien au-delà. Et à contrario, on va parler peut-être du thème des méchants. Je vais pas du tout évoquer le thème de la marche impériale justement parce que ce n'est pas le thème de Vador précisément. Pour moi, c'est le thème clairement de l'Empire. C'est un thème qui est impérial, bon voilà, il est militaire, on est là pour représenter une dictature. Il n'est pas tellement là pour représenter Vador, même si Vador incarne l'Empire, il incarne clairement cette inflexibilité. Il a une armure, on ne sait pas qui il est, enfin il a pas de visage, etc. Et justement, c'est intéressant, c'est-à-dire que le thème, même s'il est associé systématiquement à Vador, il est là pour montrer qu'en réalité, Vador n'est pas un personnage à ce moment-là, et c'est clairement assez évident qu'au tout début, il est là pour incarner une idée, en fait. Il est là pour incarner l'Empire, et pour incarner le danger de l'Empire, et incarner le danger de la dictature en général. Et c'est pour ça que le thème, dès qu'on l'entend, est un thème qui est plutôt rattaché à une idée générale, et pas à un personnage, en fait. Non, le thème qui va m'intéresser, c'est plutôt celui de l'Empereur Palpatine. Donc parce que, justement, c'est le vrai méchant de l'histoire. C'est le vrai méchant des trois sagas. Excusez-moi, je m'y fais toujours pas. Donc c'est le vrai méchant des trois sagas. Et justement, c'est un thème qui est rattaché plus au personnage, en fait. C'est-à-dire qu'il va nous raconter le personnage. Là où le thème, entre guillemets, de Vador va être là pour nous raconter son allégeance, son inhumanité, etc. Mais en réalité, ça va effacer le personnage pour en créer un objet, en fait, un véhicule, un vaisseau de narration pour la faction qu'il représente, à savoir l'Empire. L'empereur, lui, a son propre thème. Et vous noterez que il ressemble finalement énormément au thème de la force. Quand vous écoutez les deux, vous allez voir, ça, c'est très très similaire. C'est vraiment composé comme étant deux faces d'une même pièce. C'est normal, l'empereur représente complètement l'opposé de Luke. C'est le mentor du côté obscur, là où Luke Skywalker va devenir le mentor, et bien plus tard en tout cas le mentor du côté lumineux. Comment c'est fait ? On a un thème qui est très lent. On a des chœurs d'hommes qui sont là, qui sont même pas en train de chanter, qui sont en train de faire gronder un petit peu leur voix discrètement. C'est un thème qui nous montre derrière la menace sous-jacente. Il semble vicieux. On sent que l'empereur est un calculateur. On sent que c'est quelqu'un de manipulateur. On sent que c'est quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Ça nous raconte un personnage qui va œuvrer, qui va planifier, qui va faire plein de plans de complot, on sent que c'est quelque chose de malsain, en fait. Là où le thème de Luke est très lumineux, où il est vraiment tourné vers l'espoir, il est tourné vers l'avenir, celui de l'empereur Palpatine, on entend qu'il est là pour corrompre les choses. Et ça tombe bien parce que même si on l'appelle l'empereur Palpatine, son nom de Sith c'est Darth Sidious, c'est-à-dire que c'est un jeu de mots pour dire que c'est bon, voilà, c'est insidieux, etc. Voilà, il est là, il est caché dans l'ombre, en fait. Et c'est tout son personnage qui est comme ça.
Et bien avant que ne sorte la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, qui vont raconter ça, John Williams a parfaitement saisi que Palpatine est le manipulateur, c'est le maître d'œuvre qui va agiter et tirer les ficelles en fait de sa marionnette Dark Vador et qui va tout dominer en fait. Et pour conclure justement sur cette présentation de personnages au travers de thèmes, je vais vous faire écouter un thème que vous n'avez très probablement jamais entendu, puisqu'il s'agit de quelque chose qui est tiré des jeux vidéo de Star Wars et qui est là pour présenter un personnage très particulier. Le personnage en question est Revan. On le rencontre dans le premier jeu Knights of the Old Republic, qui a été créé par BioWare il y a ça facile 15 ans il me semble, qui est un RPG et qui se passe donc dans l'ancienne République, donc bien avant tous les films que vous pouvez connaître. Et le personnage de Revan est en réalité un Jedi qui tombe du côté obscur et qui revient, enfin qui fait beaucoup d'allers-retours de ce côté-là. Le thème a été composé à l'origine par Jeremy Soule, qui est un de mes compositeurs préférés, si ce n'est le compositeur que je préfère le plus en matière de jeux vidéo, clairement. Et il s'appuie, et vous l'avez probablement entendu, sur le thème de la Force. C'est-à-dire que Soule a fait un remastering de la Force, il a ralenti également le flow, et on est donc sur une narration qui est un peu en demi-teinte. On ne sait pas vraiment si le personnage est bon, s'il est mauvais, on a un petit peu ce côté épique, mais on a aussi ce côté nostalgique. Alors attention, dans l'exemple que vous avez entendu, c'est la version pour le MMO Star Wars Online, en fait, qui aujourd'hui propose notamment une extension entièrement tournée sur Revan, où on a un Revan fou, en fait, tout simplement, et ils ont recomposé un petit peu cette musique-là, ils y ont mis des accents encore plus nostalgiques, encore plus tristes, et encore plus désespéré. Mais ce qui m'intéressait avec cet exemple-là, c'est que on voit bien qu'on est en capacité avec de la musique, on l'a vu avec Luke, on l'a vu avec l'Empereur, on l'a vu avec Pierre et le Loup, on l'a vu avec Ramin Djawadi, la musique véhicule très clairement en fait des émotions, elle démontre parfaitement des personnages, elle crée parfaitement des personnages, elle accompagne parfaitement. Elle est là pour nous aiguiller dans la narration. Elle est là pour nous raconter, sans nous dire en fait, pour nous montrer, le fameux show don't tell, justement ce qu'on est censé comprendre en fait. Bien que là, on n'est pas en train de nous montrer, on est en train de nous faire entendre. Il y a des thèmes comme ça que vous connaissez et que vous reconnaissez entre tous, des musiques, et ça se voit également dans la musique, la chanson, etc. Hein, bien évidemment. Il y a des thèmes comme ça qui vous permettent de savoir quelle émotion vous êtes supposé avoir, mais quelle émotion aussi on vous raconte, quelle narration se cache derrière. Dans la publicité, dans la communication en général, la communication politique au travers des meetings ou des spots de campagne, dans les reportages télé, etc., vous avez également cette utilisation. Il ne faut pas croire que les choix de musique sont totalement anodins. Une musique qui va accompagner une publicité pour Nutella ne sera pas la même que la musique qui va accompagner une publicité pour Amazon, en fait. C'est là pour nous raconter des choses. Et ce storytelling-là, il est réel. Et c'est une chose à laquelle vous devez également faire attention lorsque vous créez des vidéos pour vos propres produits. Alors, j'ai pas abordé effectivement aujourd'hui ce podcast sur l'angle marketing, et c'était volontaire parce que avant de pouvoir vous emmener sur des questions comme ça d'analyse publicitaire, il fallait que je vous fasse entrer également sur l'analyse des thèmes musicaux qu'on peut entendre, au moins sur la façon dont je percevais les choses. Maintenant qu'on a entendu, maintenant qu'on a clairement identifié les potentiels narratifs que l'on peut avoir dans les histoires, on va pouvoir commencer un petit peu à s'intéresser à son utilisation dans le marketing. Mais ça, évidemment, ce sera l'objet d'un prochain podcast. Voilà, cet épisode du héros aux 1000 visages touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux pour continuer de m'encourager, passer sur le site pour avoir accès à toutes les ressources. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bonne aventure.